l'information. À Seychelles, l'Algérie accueille l'exercice militaire Salam North Africa 3 sous l'égide de l'Union africaine. Objectif, renforcer les missions africaines de paix. Au Soudan, le choléra fait 170 morts en une semaine. Khartoum est la plus touchée sur fond de guerre et d'hôpitaux paralysés. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki accuse 3 pays africains d'avoir facilité l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011. Il relance le débat sur l'indépendance des décisions africaines. La Namibie commémore pour la première fois les massacres coloniaux allemands reconnus comme le premier génocide du XXe siècle. Il est 8h, GMT+1 sur les ondes d'Ifriqi FM. Bonjour et bienvenue dans l'édition principale de ce mercredi 28 mai. À la une, l'Algérie abrite du 17 au 29 mai à Seychelles l'exercice sur terrain de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, baptisé Salam North Africa 3. Un exercice d'envergure placé sous l'égide de l'Union africaine visant à renforcer la coordination et la disponibilité opérationnelle des forces africaines pour les missions de paix. Depuis Oran, le chef d'état-major de l'AMP, le général d'armée Saïd Chengri, a salué les participants par visioconférence, soulignant l'engagement de l'Algérie en faveur de la paix et de la coopération militaire régionale. Il rappelle l'importance de cet exercice qui coïncide avec la journée de l'Afrique et s'inscrit dans la dynamique continentale de solutions africaines aux problèmes africains. Le lancement officiel a été supervisé par le chef du département emploi préparation de l'état-major de l'ANP, le général-major Belkacem Hassanet, en présence de hauts représentants militaires et de l'Union africaine. L'exercice a permis de simuler des opérations multidimensionnelles de soutien à la paix, confirmant le professionnalisme et l'engagement des forces participantes dans un contexte sécuritaire africain en pleine mutation. Et puis à Alger, le ministère des Affaires étrangères a célébré la Journée mondiale de l'Afrique, marquant aussi le 62e anniversaire de l'OUA. Lors de la cérémonie, l'ambassadrice de Namibie a salué le rôle de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU et son engagement pour la paix et la justice sur le continent. Elle a aussi félicité Alger pour son élection à la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine. Le président angolais João Lourenço, président en exercice de l'UA, a réaffirmé dans un message vidéo l'importance de la gouvernance, de la solidarité et des réformes structurelles. Il a souligné la lutte pour la libération politique comme boussole des générations futures. La cérémonie a aussi mis en lumière, à travers une exposition en photo et un documentaire, le soutien historique de l'Algérie au mouvement de libération en Afrique. Et puis, Khatri Khatri, nouvel ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique à Alger, a officiellement présenté ses lettres de créance au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Dans un contexte régional marqué par de vives tensions, cette nomination s'inscrit dans la continuité d'un partenariat historique entre Alger et les autorités sahraouies fondé sur un engagement commun pour le droit à l'autodétermination, la souveraineté et la stabilité régionale. Je vous propose de l'écouter. Du côté sahraoui, il y a la constance du peuple sahraoui, son unité, son consensus autour de la défense de son droit légitime et inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le renforcement de la République arabe sahraoui démocratique comme une réalité irréversible. Du côté de l'Algérie également, cette relation s'est consolidée, notamment grâce à la position que l'Algérie occupe désormais à l'échelle régionale et internationale, ce qui confirme son leadership, sa puissance et sa maîtrise dans divers domaines. Nous devons aller vers une action commune entre la République sahraoui et la République algérienne, sœurs, mais aussi avec toutes les composantes de cette région et du monde entier, afin de parvenir à un monde de paix, de sécurité, de stabilité, de coexistence et de coopération. Je vous le disais en titre, au Soudan, le choléra fait des ravages, plus de 170 morts en une semaine et près de 90% des cas sont concentrés à Khartoum, une flambée endémique alarmante dans un pays où les infrastructures de base sont à l'arrêt paralysées par les frappes attribuées aux rebelles des forces de soutien rapide en pleine guerre contre l'armée régulière. Rania Etrassi, les détails.
En plus de la grave crise humanitaire qu'ils endurent, les Soudanais font désormais face à une épidémie meurtrière de choléra. 2700 cas d'infection et 172 décès en une semaine seulement. Une flambée inquiétante qui touche de plein fouet la capitale Khartoum, où sont concentrés près de 90% des cas. La propagation fulgurante de la maladie s'explique par la dégradation dramatique des conditions de vie. L'eau potable se fait rare, l'électricité coupée dans de nombreux quartiers. Les infrastructures de base sont à l'arrêt, victimes des frappes de drones attribuées aux forces de soutien rapide qui ont ciblé les réseaux vitaux, comme l'affirme Souleymane Mouzmil, politologue soudanais. Les milices rebelles bombardent non seulement les civils sans défense dans leurs maisons, mais elles ciblent aussi les infrastructures essentielles, y compris les hôpitaux. Ces frappes répétées ont gravement détérioré la situation humanitaire et sanitaire. Le choléra gagne du terrain. Le ministère de la Santé appelle à une mobilisation rapide pour freiner l'épidémie, mais les ONG peinent à accéder aux zones les plus touchées. La réponse humanitaire reste entravée par les combats, laissant craindre une aggravation de la crise dans les jours à venir. Libye, à présent, Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, a accusé 3 pays africains lors d'une conférence animée récemment à Dar es Salaam d'avoir facilité l'intervention otanienne en Libye en mars 2011. L'opération militaire Aube de l'Odyssée, conduite essentiellement par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, a mené à la chute du régime de Muammar al-Kadhafi et a plongé depuis le pays et toute la région dans une instabilité sécuritaire chronique. Des révélations fracassantes sur le vote aux Nations Unies de la Révolution ou la résolution de 1973 et du comportement de certains pays africains, notamment le Gabon. Le président Mbeki relance le débat sur l'indépendance des décisions africaines au sein des instances internationales et leurs conséquences à moyen et long terme. Fouzi Mred. L'Afrique trahie de l'intérieur, ce sont les mots en substance de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki qui résonnent encore en Tanzanie. Lors d'une conférence à Dar es Salaam, Mbeki a révélé que ses votes déterminants pour autoriser l'intervention militaire en Libye auraient été obtenus sous la pression des grandes puissances occidentales. Il affirme notamment que l'ambassadeur sud-africain aurait été contraint de voter contre sa volonté à la suite d'un appel direct de Washington. Le continent a adopté une position particulière concernant l'avenir de la Libye. Il y avait beaucoup d'agitation en Libye et le continent a pris une décision à ce sujet en disant que nous allions trouver une solution politique à ces problèmes en Libye. Et une résolution a été envoyée au Conseil de sécurité pour dire « Voici la position de l'Afrique ». Et le Conseil de sécurité a pris exactement la décision opposée, utiliser la force. Cela va directement à l'encontre d'une opinion, d'une déclaration qui avait été communiquée par les Africains au Conseil de sécurité. Ils ont délibérément pris la position contraire avec le résultat que vous connaissez. Alors président de l'Union africaine, le Gabonais Jean Ping est également pointé du doigt, au même titre que l'ancien président gabonais Ali Bongo, pour avoir cédé aux influences étrangères. 13 ans plus tard, les répercussions sont toujours là. La Libye n'a jamais retrouvé sa stabilité. Le chaos libyen a eu des effets dévastateurs, bien au-delà de ses frontières. Le Sahel est en feu. Et les 3 membres africains du Conseil de sécurité à ce moment-là ont voté pour cette résolution. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Nigeria et je crois du Gabon pour détruire la Libye. Les révélations de l'ancien président Thabo Mbeki dans cette affaire montrent que sans unité, sans vision commune et sans courage politique, l'Afrique restera vulnérable aux volontés extérieures. Et le Gabon, comme l'Afrique du Sud et le Nigeria, alors membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, portent une part de cette responsabilité historique. Plus encore, cette séquence a profondément entamé la confiance des Africains envers les institutions internationales. Beaucoup estiment que l'Afrique a été utilisée, manipulée et que l'Union africaine qui prônait alors une médiation pacifique a été marginalisée, voire court-circuitée. Économie, le gouvernement nigérian, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et Uganda Airlines, a officiellement lancé le corridor de fret aérien Nigeria-Afrique de l'Est, Afrique australe, une initiative de transformation des exportations dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Nazif Mourtada, notre correspondant à Abuja, nous en dit plus. Avec le lancement des vols cargo East Southern Africa, l'Afrique fait un grand pas vers la réalisation des promesses de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA. Bien qu'elle représente la plus grande zone de libre-échange du monde,
Les données du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, montrent que le commerce intra-africain reste inférieur à 20%. Jumoke Oduwole est la ministre nigériane du commerce et de l'industrie. Ce premier vol cargo qui sera suivi d'un autre au départ de Lagos et qui sera régulier a permis de réduire les coûts de 50% pour les exportateurs nigériens. Il s'agit donc d'une réduction de 75% des coûts. Pour le secteur des PME, la mauvaise voie vers la croissance régionale n'est plus seulement un rêve, mais une réalité. La douane nigériane, quant à elle, souligne le rôle essentiel de la facilitation du commerce dans la réussite de cette initiative. Adewale Adeniyi, contrôleur général de la douane nigériane. Nous lançons des initiatives qui s'inscrivent directement dans ce cadre. Nous avons lancé un programme de coopération économique pour faire en sorte que le plus grand nombre possible d'entreprises puissent bénéficier d'un traitement rapide à tous nos points d'entrée. Et nous disposons désormais d'une toute nouvelle plateforme. Avec ce drapeau, le Nigeria semble avoir pris le siège du conducteur dans le voyage de la ZLECA. Approfondissant l'accès au marché régional, mais beaucoup ici pensent qu'il ne s'agit pas seulement d'une percée pour les exportateurs du Nigeria, mais aussi d'une percée majeure pour le continent africain. Depuis Abuja, Nazif Mortada pour Ifriqiya FM. La Namibie, ou plutôt l'actualité africaine, se poursuit, mais cette fois-ci en bref, et c'est à vous, Mohamedou Dia. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Comores, un incident tragique s'est produit aux Comores lorsque deux bateaux traditionnels essayaient de rejoindre l'île de Mayotte. Cet incident a causé la perte de 6 vies humaines, dont 2 enfants et 5 autres sont toujours portés disparus et présumés mortes au large de l'archipel des Comores. Au Kenya, le Fonds national de développement des circonscriptions du gouvernement a octroyé des bourses de 55 millions de shillings à l'éducation des étudiants nécessiteux de la circonscription de Sakou. Les fonds sont destinés à financer les frais de scolarité des étudiants issus de milieux défavorisés qui fréquentent les écoles secondaires, les collèges et les universités. Pour finir, la Namibie organise pour la première fois une journée de commémoration du génocide perpétré par l'Allemagne ce 28 mai, une date importante qui marque le premier génocide du XXe siècle. Ce massacre a entraîné la mort d'environ 60 000 Herero et 10 000 Nama. Selon le gouvernement namibien, cette commémoration appelée à devenir annuelle marque le début d'un processus national de guérison, symbolisant un moment de recueillement et de deuil collectif. Dans le volet histoire, la République de Maurice et le Royaume-Uni ont scellé la reconnaissance formelle et définitive par Londres de la souveraineté des Mauriciens sur l'archipel des Chagos, illégalement annexé par l'ancienne puissance coloniale britannique en 1965. Cette reconnaissance consacre un demi-siècle de lutte menée notamment par les Chagossiens exilés de force, figure de premier plan de cette lutte pour le retour des Chagos dans le giron de l'État mauricien et porte-parole des populations chagossiennes déportées. Olivier Benko, président du groupe des réfugiés de Chagos, salue une décision historique. Il annonce le retour des Chagossiens sur leur terre. Il partage ses impressions au micro de Younes Jama. On écoute. C'est une grande victoire pour nous, c'est très historique. Le fait que ça fait beaucoup d'années qu'on a été privé de pouvoir vivre chez notre terre natale. Ce qu'on demande, on ne veut pas plus, on ne veut pas moins. On dit on a le droit, comme tout être humain, de pouvoir vivre chez notre terre. On pourra comprendre si l'île était inaccessible, que personne n'a le droit de vivre, mais on ne peut pas accepter que d'autres personnes peuvent vivre chez notre terre, là où nous sommes nés, et que nous, en tant que pays seuls, on n'a pas le droit. C'est pour cette raison, ces batailles ont continué, on n'a jamais baissé les bras. On est allé, pas seulement à la Cour de Londres, on est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme, on est allé devant les instances juridiques d'Amérique, et aussi jusqu'à l'heure où on est allé devant l'Assemblée générale des Nations Unies, et puis l'affaire a été référée devant la Cour internationale des justice. Oui, les drapeaux quadricolores vont flotter dans les îles Sagos, mais aussi il y aura aussi la présence des Sagossiens. Et place au grand rendez-vous culturel du continent, c'est votre agenda culturel présenté par Varsumi Fundo. Africulture, l'agenda culturel.
Dakar vibre au rythme du Sport Fashion Festival du 28 au 31 mai à la place du souvenir africain. 4 jours d'énergie, de style et d'excellence au croisement du sport et de la mode. Un événement fédérateur et inspirant à ne pas manquer pour les passionnés de mode, de sport et de culture urbaine. Niamey accueillera le FESFEPA du 29 au 31 mai. Le festival des femmes patriotiques pour la paix met en lumière le théâtre, la mode et le patrimoine du pays. Pour cette année, conférences, concours culinaires, spectacles et expositions foires seront au programme. Le Festival international du film touristique Afrique ITFA 2025 se tiendra du 3 au 6 juin à 100 ans. 30 lauréats internationaux seront accueillis par différentes provinces pour explorer les divers horizons. Objectif, récompenser tous les contenus vidéo du continent liés à l'industrie du tourisme et du voyage. Soyez prêts pour découvrir l'Afrique du Sud. Et on termine avec cette information sportive. Coupe du monde de football U17, les jeunes pépites du football africain connaissent désormais leurs adversaires pour le prochain mondial. Le tournoi planétaire organisé au Qatar du 3 au 27 novembre prochain est pour la première fois élargi à 48 nations réparties sur 12 groupes. Pour cette 20e édition, 10 sélections africaines sont concernées. Il s'agit de l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Maroc, le Mali, l'Ouganda, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie. Voilà ce qui referme les pages de ce journal. Un grand merci à notre réalisateur Saad El Mehdi, à Adlan Beg à la tête de la régie technique, et Ahlam Salam à l'image. Un grand merci à toute l'équipe derrière la réalisation de ce journal. Je vous laisse avec la météo de l'Afrique présentée par Alamine Mahamat.